Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillot-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Clément Sénéchal. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole des politiques climat pour Greenpeace. Hier, le président Macron s'exprimait à la tribune des Nations Unies sur le climat. On va y revenir, mais d'abord un mot sur Greta Thunberg. La ministre de la Santé a dénoncé hier la plainte de Greta Thunberg contre la France, entre autres. Et elle ajoute « Je me demande ce qui est derrière l'attaque de Greta Thunberg. C'est de la conspiration ?» C'est très loin d'être de la conspiration, c'est juste de la lucidité de Greta Thunberg qui démontre une sagesse nettement supérieure aux dirigeants politiques actuels, puisqu'elle elle est capable de traduire ce que disent les scientifiques en termes politiques. Et en face, on a une classe de dirigeants qui sont strictement incapables de conformer l'action publique aux objectifs de l'accord de Paris. Donc non, il n'y a pas de manipulation ou quoi que ce soit. Le fait est que la France est visée par Greta Thunberg parce que la France ne respecte pas ses objectifs climatiques et donc déroge à l'accord de Paris. On va revenir sur les raisons pour lesquelles vous dites que la France ne remplit pas ses obligations sur l'accord de Paris. Mais d'abord, pourquoi avoir attaqué la France, l'Allemagne, le Brésil, la Turquie, l'Argentine? Pourquoi pas les États-Unis? Parce que Greta Thunberg attaque en vertu d'une convention des droits de l'enfant qui a une trentaine d'années que les États-Unis n'ont pas signée, donc elle n'a pas les outils juridiques pour attaquer les États-Unis devant ce comité des droits de l'enfant de l'ONU. Vous avez aussi, avec 3 autres ONG, porté plainte pour une action climatique contre l'État. Plus de 2 millions de personnes ont signé cette pétition, c'est l'affaire du siècle. Que faut-il attendre de ces procédures qui vont sur le terrain juridique? C'est du symbole ou les États peuvent être véritablement condamnés? Il y a eu une condamnation aux Pays-Bas avec l'affaire Urgenda, donc ça peut aller au bout. Là, on attend la réponse de l'État qui devrait intervenir en fin d'année ou en début d'année prochaine. Voilà, c'est une démarche qui a permis de montrer, en gros, de structurer en fait la critique de l'État français par rapport au fait qu'il ne tenait pas ses objectifs, de lui donner une légitimité nouvelle, juridique. Et on verra, c'est un levier. Aujourd'hui, il faut aller chercher les dirigeants politiques. Il y a un défaut de responsabilité en fait des États, des dirigeants politiques par rapport au changement climatique, par rapport aux objectifs qu'ils prennent, etc. Donc il faut aller actionner le levier judiciaire. C'est intéressant d'ailleurs ce qui s'est passé avec le procès des décrocheurs, là, les gens qui ont décroché les portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies. Il y a eu un procès à Lyon récemment et le juge a prononcé une relaxe, notamment en expliquant que oui, il y avait un défaut de dialogue possible avec Emmanuel Macron et donc que la désobéissance civile était tout à fait légitime. Et donc on voit que l'appareil judiciaire commence à évoluer un petit peu et va jouer sa part de plus en plus sur la question du changement climatique. On parle beaucoup du rôle des États, mais il y a aussi le rôle des territoires. On le voit aux États-Unis, je pense à la Californie ou à d'autres échelles comme Paris ou New York. Ces territoires se sont fixés des objectifs clairs. Que peuvent les villes? C'est la bonne échelle pour penser la question climatique? Les villes, c'est une échelle, c'est une bonne échelle, oui, parce que c'est des centres qui concentrent beaucoup de population, qui ont des enjeux forts en matière de transport, d'alimentation, etc. Donc c'est un échelon qui est crucial. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on voit que la société, des secteurs économiques, des périmètres politiques qui sont différents de l'État central, entre guillemets, sont beaucoup plus en avance que ce que proposent aujourd'hui les dirigeants politiques qui restent soumis aux logiques industrielles, au pouvoir des lobbies, etc. Donc c'est intéressant ce qui se passe effectivement avec les villes. Ça ne sera pas suffisant. Il faut que les États en eux-mêmes changent radicalement, notamment instaurent un système économique différent, parce que celui qui est actuellement en place ne permet pas de respecter l'accord de Paris. Ça devient clair, de plus en plus clair, année après année. Une extinction de masse est en train de débuter et vous ne parlez que d'argent et du rêve d'une croissance éternelle. C'est le discours qu'a prononcé Greta Thunberg à la tribune des Nations Unies. L'écologie, ça passe nécessairement par l'anticapitalisme. Disons que ça passe déjà par la décroissance de certaines activités. Il faut une économie décarbonée, donc il faut arrêter avec les activités économiques liées aux énergies fossiles. Déjà, en plus, c'est un objectif qui est déjà inclus dans la loi, dans les directives européennes. On a un objectif d'efficacité énergétique, c'est-à-dire de décroissance en fait, de notre consommation de niveau d'énergie, ce que la France d'ailleurs ne respecte pas et elle a repoussé ses objectifs de 2020 à 2026. Et donc voilà, après, est-ce qu'il y a un problème avec le capitalisme? Oui, parce qu'au principe du capitalisme, il y a la marchandise. Pour qu'une marchandise existe, il faut qu'il y ait d'autres marchandises qui lui fassent face, qui lui répondent. Et donc la marchandise en elle-même, elle porte la marchandisation du monde et donc l'extension du marché, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est une manière d'allouer les ressources naturelles
qui dégrade la planète et qui n'est pas durable. On le sait depuis le rapport du Club de Rome en 1972. Il y a de plus en plus de rapports scientifiques aussi qui posent la question de cette croissance infinie dans un monde fini. Voilà, c'est une simple question de bon sens en réalité. Donc oui, il y a un problème avec les structures aujourd'hui du capitalisme, il faut aller vers autre chose. Alors en quoi justement les engagements de la France pris dans le cadre de la COP21, l'accord de Paris, ne sont pas tenus ? Pour plusieurs raisons. Il y a un problème, c'est un vaste sujet, mais en tout cas, il y a des gouvernements qui n'agissent pas. Il y a un problème de rapport de pouvoir, c'est-à-dire en fait, il y a un problème, on pourrait dire déjà avec le néolibéralisme. Il y a 3 points, disons, du néolibéralisme qui posent problème qui se rentrent en confrontation en fait avec l'agenda climatique. Le néolibéralisme, pour reprendre une formule de Bourdieu, c'est de faire échec à toutes les structures qui contenaient le marché et donc la marchandisation du monde. Et là, on a 3 sujets. C'est un problème par rapport aux normes, c'est-à-dire qu'on a dérégulé l'économie, alors qu'aujourd'hui, on a besoin de normes pour réguler l'économie et faire en sorte que les activités économiques soient alignées avec une trajectoire 1,5, une limitation de la hausse des températures à 1,5 degré d'ici à la fin du siècle, donc elles émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre. On a un problème d'investissement, c'est-à-dire qu'avec les logiques monétaires, budgétaires, l'austérité, l'investissement public est bridé parce qu'on ne veut pas dévaloriser les actifs qui sont possédés par les propriétaires, etc. Et on a besoin en France, c'est de l'ordre de 30 milliards d'euros par an qui manquent juste pour respecter les objectifs de la France qui sont d'ailleurs pas au niveau en soi. Donc il y a ça. Et le 3e point, c'est le fait que c'est un système qui produit des inégalités, qui renforce les inégalités. Et pour faire face aux efforts de sobriété qui nous attendent, il faut l'acceptabilité sociale. On pourra peut-être reparler de la taxe carbone. Donc on a besoin de cohésion sociale. Donc on a besoin d'aller vers de l'égalité sociale. Donc on a besoin d'inverser en fait la tendance, la structuration des sociétés vers des individus, de la ségrégation, etc. On a besoin d'aller totalement à l'inverse, vers de la cohésion sociale. Et ça, c'est pas le modèle néolibéral qui permet ça. Et il y a des actions, comment on peut expliquer aujourd'hui, par exemple, que l'État français, le gouvernement français, décide de nouer des relations avec des pays étrangers. Je pense au Kazakhstan, par exemple, où on a négocié la déforestation d'une partie des terres pour pouvoir développer de l'uranium, ou même dans la partie française de la Guyane, où plus de 300 000 hectares vont être déforestés. Comment on explique cette contradiction ? Comment on peut assumer ça aujourd'hui, alors que justement on se vante d'être le champion du monde de l'écologie du monde ? Ouais. 360 000 hectares qui vont être livrés à l'industrie minière en Guyane, effectivement au moment où Emmanuel Macron se prétend le nouveau champion de l'Amazonie. Vous mettez le doigt sur un point intéressant. Effectivement, quand on regarde en fait le bilan carbone de la France, il a légèrement baissé au niveau territorial. Il a drastiquement augmenté au niveau international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le niveau des émissions importées, qui sont liées à l'impact de nos activités économiques en dehors du territoire, est au même niveau que ce qu'on émet au niveau territorial. Donc en fait, on n'a pas progressé sur la question climatique en plus de 20 ans, plus de 30 ans même. Donc voilà, pourquoi ? Parce qu'on reste dans une mondialisation où on va chercher à l'extérieur nos besoins économiques, où il y a des enjeux régaliens aussi sur l'uranium en ce qui concerne le Kazakhstan. Voilà, la question climatique, la question écologique, elle est de toute façon éminemment géopolitique, ça c'est sûr. La ministre Brune Poirson considère que la manière de parler de la question écologique est trop anxiogène, peu porteuse d'espoir, dit-elle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle sous-estime justement l'urgence climatique ? Ce qui est très anxiogène, désolé Madame Poirson, mais c'est l'attitude du gouvernement. C'est quand même le fait que ce gouvernement juste ne tient pas ses objectifs climatiques, juste qu'il n'a pris aucune politique publique structurante pour réduire à court terme les émissions de gaz à effet de serre. Que tout ce qu'on nous sert, c'est des manœuvres dilatoires, c'est des artefacts de gouvernance, un conseil de défense écologique par-ci, une convention citoyenne par-là, un haut conseil pour le climat. Bon, très bien. D'ailleurs, c'est intéressant le haut conseil pour le climat parce qu'il a sorti un rapport qui fustigeait précisément l'inaction du gouvernement, qui était exactement ce que disaient les ONG. C'est un haut conseil qui a été mis en place par le Premier ministre. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse du gouvernement par rapport aux préconisations du haut conseil pour le climat. Donc voilà, est-ce que le haut conseil pour le climat est anxiogène ? Est-ce que la science est anxiogène ? Non, c'est l'inaction des gouvernements qui est aujourd'hui anxiogène. Il y a donc des raisons d'être anxieux, inquiet. C'est trop tard pour sauver la planète ? C'est pas du tout, non, c'est pas du tout trop tard. C'est pas ce que disent les scientifiques. L'être humain est un animal politique. On a la liberté de s'organiser et de faire face aux défis collectifs qui s'imposent à nous. Voilà, il faut qu'à un moment donné, simplement, il faut
Il faut qu'un mouvement qui soit prêt à relever ces défis soit aux manettes, quoi, hein. C'est ça, où il faut que les gouvernements actuels changent de logiciel, voir s'ils en sont capables ou pas. Ça veut dire renverser un petit peu leurs assises politiques peut-être, leurs liens électoraux peut-être aussi, très certainement leurs alliances économiques avec certains secteurs industriels, ça c'est sûr. Mais il n'est pas trop tard, non. L'être humain a la liberté d'agir, il faut s'en servir. Le week-end dernier, la manif pour le climat a réuni 40 000 personnes dans la rue de Paris, dans les rues de Paris, contre 1 million dans les rues de New York ou d'Allemagne. Comment vous expliquez cette mobilisation? Elle est quand même un peu décevante, non? Elle est en demi-teinte, il y avait quand même une belle énergie de la jeunesse. Moi j'étais dans les cortèges, il y avait une électricité politique, il y avait une effervescence, il y avait des slogans, une créativité qui était assez folle. En comparaison à d'autres voisins européens, c'était un petit peu moins. Si on regarde l'Allemagne, le problème de l'Allemagne, c'est qu'il avait un gouvernement conservateur qui est très loin, plus encore que la France, de respecter ses objectifs climatiques. Un pays qui tourne encore beaucoup sur les énergies fossiles et sur le charbon, ça explique aussi ça. Et on a un pays aujourd'hui en France qui est marqué aussi par les violences policières. Donc on l'a encore vu ce week-end, donc les gens effectivement hésitent avant de venir défiler dans la rue. Il y a un problème aujourd'hui de recul des libertés fondamentales, de la liberté de pouvoir exprimer des revendications politiques dans l'espace public physique dans la rue. Donc voilà, ça explique aussi l'atténuation, enfin le chiffre qui est peut-être un peu moins impressionnant que dans nos voisins européens, chez nos voisins européens, en Allemagne, en Angleterre, etc. Vous évoquiez la question des inégalités tout à l'heure. La question sociale, elle était aussi au cœur de l'actualité ce week-end avec la mobilisation des Gilets jaunes. Elle est nécessaire, vous l'appelez de vos voeux à Greenpeace, justement, cette convergence Gilets jaunes, Gilets verts? En tout cas, elle est intéressante parce que les Gilets jaunes, quelque part, sont à l'avant-garde de la situation historique, dans la mesure où ils posent la question du choix de société dans un monde qui est soumis à une crise climatique. C'est-à-dire, soit on maintient les privilèges des industriels, des classes dominantes ou des classes les plus aisées, et on va aller dans un monde qui dispose de moins en moins de ressources. Et donc on va aller vers un recul des libertés fondamentales, vers la multiplication des violences d'État vis-à-vis justement des gens qui protestent comme les Gilets jaunes, des migrants, etc. Et donc on va avoir l'avènement vraiment d'un État capitaliste autoritaire. Soit on organise une gestion collective de cette crise, donc des ressources naturelles, dans un esprit de partage et dans un esprit de sobriété. Et donc voilà, ça veut dire qu'il faut de la redistribution sociale, etc. Les Gilets jaunes, ils sont nés de la contestation de la taxe carbone. La taxe carbone, c'est quoi l'idée derrière la taxe carbone? C'est une taxe régressive. Et donc c'est l'idée de dire on va faire payer la facture climatique aux plus pauvres. Voilà, ça ne marche pas parce que ce sont précisément les plus riches qui polluent le plus. En plus, dans un contexte où les inégalités sociales se creusent. Donc effectivement, ça bloque. Donc les Gilets jaunes, ils révèlent ça en fait. Ils révèlent qu'il n'y aura pas d'écologie possible si ce n'est pas une écologie populaire, parce qu'il faut du consensus social derrière tout ça. Donc voilà, la question historique posée par les Gilets jaunes, elle est intéressante. Après, voilà, il y a différentes revendications. Nous, on n'est pas Greenpeace aligné sur toutes leurs revendications. On peut marquer des convergences sur certains aspects, pas sur tous les aspects, bien évidemment. Donc voilà. Mais ce n'est pas du tout une question qui est possible d'ignorer pour le mouvement climat. J'ai une dernière question, Clément Savichal. Compte tenu des débordements samedi dernier, Jean-François Julière a déclaré en marge de la manifestation qu'il fallait sans doute imaginer de nouveaux types d'actions, de mobilisation. Ça passe par quoi? Justement, ça reste à imaginer, mais en tout cas, nous, on avance beaucoup aussi sur la désobéissance civile de masse. Il y a de plus en plus de gens qui sont fâchés, qui sont en colère, mais qui ont envie d'agir dans un esprit constructif. C'est ça la désobéissance civile. Le principe de la désobéissance civile, c'est pas revendiquer quelque chose pour soi, c'est revendiquer quelque chose pour l'intérêt général et se soumettre ensuite aux lois, au jeu de la poursuite judiciaire, de l'argumentation juridique, etc. Voilà, c'est ça la désobéissance civile. Et aujourd'hui, on voit que de plus en plus de gens sont prêts à prendre ce risque, à interposer leur corps pour protester. Et on va voir, c'est sûrement vers ça qu'on se dirige de plus en plus. C'est-à-dire qu'il faut radicaliser la mobilisation? Il faut l'élargir et il faut la radicaliser. Il y a un enjeu de politisation sur le changement climatique. Ça a été trop longtemps dépolitisé. On pensait que ça arrivait un petit peu comme ça, que ça serait gentiment réglé par des sommets internationaux ou des traités. Voilà. Non, ça passe par un rapport de force politique, et donc il faut politiser cette question. Voilà. Aujourd'hui, il y a un problème de déréalisation en fait, et une déréalisation qui s'opère déjà par le capitalisme. On ne sait pas, on ignore ce qu'il y a derrière la marchandise, on ignore la quantité de gaz à effet de serre qui a été émise par la production de la marchandise. Et il y a un problème de déréalisation politique, c'est-à-dire qu'on a des dirigeants qui enchaînent les belles paroles mais qui ne changent pas leur logiciel de politique publique. Voilà, c'est cette déréalisation qu'il faut briser parce que la réalité du changement climatique, elle est là aujourd'hui et donc il faut politiser en fait ces questions. Merci beaucoup Clément Savichal. Merci.